Le 31 décembre 1960, le journal La Wallonie annonce la couleur. C'est la grève du siècle et la nouvelle année ne se fera pas du tout en douceur. 5 semaines de grève générale, 300 manifestations dans tout le pays, plus de 700 000 personnes en grève. Jamais la Belgique n'a vu un aussi grand mouvement social que pendant l'hiver 60-61. Le journal La Wallonie ne s'est donc pas trompé dans sa prophétie. Dans cet épisode d'Histoire belge, on va revenir sur le contexte et les événements de 1960-61. On va voir comment les travailleurs et travailleuses ont lutté pendant 5 semaines contre une loi, la loi dite unique, et on va voir les succès et les échecs de cette grève. Mais on va aussi voir que certains choix pendant ces 5 semaines de grève ont entre autres mené à la scission du Parti socialiste en 2 branches linguistiques différentes et la fondation d'un parti nationaliste francophone, le Rassemblement wallon. Revenons donc dans les années 60, avant que le journal La Wallonie annonce que c'est la grève du siècle. La Belgique est en crise économique depuis plus de 10 ans. Premièrement parce que nos infrastructures avaient relativement bien survécu à la Seconde Guerre mondiale. Du coup, la Belgique n'a pas bénéficié autant que ses voisins du plan Marshall. Notre économie n'a pas réussi à concurrencer les autres pays européens largement financés par les États-Unis. Et en plus de ça, la demande de charbon devenait de moins en moins importante. Les mines wallonnes ferment les unes après les autres et à la fin des années 60, plus de la moitié des mines ont été rebouchées. Des grèves éclatent dans le Hainaut en février 1959, mais le gouvernement de Gaston Eyskens ne cède pas et mine après mine, la Wallonie s'appauvrit. Mais les années 60 sont un coup dur économiquement aussi pour d'autres raisons. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la défaite belge et l'occupation allemande, la révolte gronde au Congo. C'est une révolte et une répression sanglante et violente, mais je vais faire court aujourd'hui. J'aimerais bien faire des vidéos complètes sur la colonisation du Congo, l'indépendance et le meurtre de Lumumba, mais ça viendra dans plusieurs mois, je pense. Retenez pour cet épisode que ce sont des années de lutte, de grève et d'émeutes de la part des Congolais et que la Belgique n'a pas cédé par gentillesse, mais par la révolution des Congolais, le sabotage des industries coloniales et la faillite économique de la Belgique. Le 30 juin 1960, c'est donc enfin l'indépendance du Congo. Patrice Lumumba refuse le plan de décolonisation sur 30 ans et proclame l'indépendance immédiate du pays. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour faire court et pour cette vidéo, il faut retenir que la Belgique envoie donc l'armée vers le Congo, officiellement pour défendre les ressortissants belges là-bas. En vrai, c'est surtout pour occuper le Katanga et défendre les intérêts de l'Union minière du Haut-Katanga, qui est une énorme entreprise qui rapporte énormément d'argent à la Belgique. L'Union minière du Haut-Katanga est une gigantesque entreprise coloniale belge qui était active dans l'extraction de cuivre, de zinc et de cobalt au Congo. Bref, tout ceci conduira à la sécession du Katanga, le coup d'État de Mobutu et l'assassinat de Patrice Lumumba par la Belgique. Je pose ici quand même que l'Union minière du Haut-Katanga existe encore. Aujourd'hui, ça s'appelle Umicore, ils ont changé de nom bien évidemment, mais ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que l'ancien président de Umicore, Thomas Lessen, est aujourd'hui le président de Mediahuis, la plus grande entreprise ou la deuxième plus grande entreprise média en Flandre, qui détient het Nieuwsblad, het Gazette van Antwerpen, Belang van Limburg, mais aussi des médias en Hollande et tout. Bref, maintenant qu'on a le contexte économique, revenons à notre grève historique. L'indépendance du Congo et l'envoi de l'armée font que l'économie belge éclate. Le 4 novembre 1960, le gouvernement de Gaston Eyskens invoque les dépenses provoquées par la perte du Congo belge pour justifier une loi qui allait imposer aux Belges un régime d'austérité. C'est une loi qui vise en fait, et c'est pour ça qu'on l'appelle la loi unique, elle vise en fait toute une série de secteurs de l'activité économique, mais aussi sociale, et qui est faite de régression pour les acquis du monde ouvrier. C'est ce qui déclenchera la colère. Face à ces mesures antisociales, un mouvement spontané de protestation émerge.
Il y a des grèves, des manifestations et des actes de sabotage dans tout le pays. Le 20 décembre 1960, le jour où la proposition de loi unique était discutée au Parlement, une grève générale est déclenchée à l'initiative d'André Renard, le leader du syndicat socialiste FGTB. Rapidement, tous les autres syndicats suivent et c'est quasiment tout le pays qui est mis à l'arrêt par plus de 700 000 grévistes. Le 24 décembre 1960, le Premier ministre Gaston Haskins est même forcé de prendre la parole à la télévision. Voici une bonne semaine. Une partie mal éclairée de la population a été mise en émoi et d'aucuns veulent, dans la rue, emporter des décisions politiques. Dans ces circonstances difficiles, le gouvernement unanime a pris ses responsabilités. Puissent les Belges en 1961 retrouver leur bon sens et leur réalisme traditionnel. Mais ces belles paroles ne marcheront pas. La grève se poursuit et les manifestations éclatent dans tout le pays. La manifestation, par exemple, du 29 décembre 1960 à Anvers est super emblématique et encore aujourd'hui une des plus grandes manifestations en Flandre. Mais la répression est rude et le ton se durcit les prochains jours. La police et la gendarmerie sont renforcées par des milliers de réservistes et même des unités militaires encore stationnées en Allemagne sont rappelées en Belgique. Ce sont plus de 15 000 soldats qui occupent tous les points vitaux du pays et des centaines de grévistes sont blessés ou embarqués. Le leader de la FGTB, André Renard, menace de passer à l'étape supérieure et il menace d'éteindre les hauts fourneaux des usines, appelés au sabotage et de marcher sur Bruxelles. Ces mots sont entendus à Liège et à Anvers, où des sabotages et des affrontements violents ont lieu dans les usines et dans la rue. Pour par exemple arrêter les trains qui roulent encore, des comités de grève s'organisent avec des comités de sabotage. Les horaires des trains et des rondes de l'armée sont renseignés par les camarades cheminots, la dynamite est fournie par des camarades carriers qui eux aussi sont en grève, et ensemble ils font sauter les infrastructures. Le 6 janvier 1961, la gare de Liège-Guillemins est même violemment reprise par les grévistes. Les affrontements vont durer pendant 7 heures et il y aura 75 blessés et 2 morts parmi les grévistes. Joseph-Ernest Vinrouille, archevêque de Malines, condamne la grève et appelle au calme. Le syndicat chrétien, majoritaire en Flandre, trahit la grève et répand les paroles de l'archevêque à tous leurs militants. Je ne suis pas un homme de parti. Je suis archevêque, c'est-à-dire pasteur des âmes et guide de conscience. Que les ouvriers, les employés et les fonctionnaires se mettent au travail sans tarder. Que les organisations professionnelles et les syndicats, au lieu d'inciter ou de collaborer à la grève, ramènent leurs affiliés dans le droit chemin. Et du coup, pour André Renard, c'est la trahison des Flamands. C'est les Flamands qui sont trop mous et pas assez combatifs selon lui. André Renard réengage alors l'ex-député Marcel Hubert Grégoire dans le journal La Wallonie pour pousser l'idée du fédéralisme. Parce que oui, la Wallonie était un journal totalement contrôlé par la FGTB et depuis des années sous la direction d'André Renard lui-même. Et voilà, c'est là qu'on arrive au 30 et 31 décembre 1960 avec les fameux titres du journal La Wallonie, la grève du siècle. Le journal publiera notamment en une le 14 janvier une lettre des élus socialistes wallons adressée au roi, réclamant pour la Wallonie, je cite, « le droit de disposer d'elle-même et de choisir les voies de son expansion économique et sociale elle-même ». Ce que le journal La Wallonie ne dit que dans les petites lignes quelques pages plus tard, c'est que la veille, la loi unique a été votée au Parlement et que c'est tout le mouvement social qui s'affaiblit, pas seulement en Flandre. Pourtant, la Wallonie titre que la grève se résorbe en Flandre et quand le 17 janvier, un congrès extraordinaire de la FGTB Mons-Borinage décide la reprise du travail, la Wallonie n'en dira rien. Pendant 6 jours, André Renard sera dans le déni et entraînera son journal de plus en plus dans une spirale anti-flamande. Le 23 janvier 1961, la grève est officiellement suspendue. André Renard l'avoue finalement dans son journal et propose la création de 3 fédérations pour la FGTB. Une wallonne, une bruxelloise et une flamande. Bon, avant de poursuivre, j'aimerais quand même dire que malgré le fait que la loi unique soit votée, cette grève a quand même eu ses succès. Non seulement dans l'expérience acquise, les solidarités créées ou les sabotages effectués, mais aussi dans les mesures de la loi unique.
Oui, elle est passée, mais plusieurs acquis sociaux ont été gardés ou obtenus par les syndicats. L'âge des pensions n'a par exemple pas augmenté, le droit de grève dans les services publics est officiellement reconnu et le gouvernement démissionnera quelques mois après la fin de la grève. Néanmoins, les conséquences de la grève et de l'influence d'André Renard est la résurrection du mouvement wallon, un groupement d'organisations et d'intellectuels réactionnaires qui s'en prennent aux Flamands qui viennent travailler dans les mines wallonnes et qui méprisent le néerlandais. Ce mouvement s'opposait à la reconnaissance du néerlandais comme langue officielle et ce mouvement a joué un rôle décisif dans l'évolution du nationalisme flamand. Ça paraît ouf aujourd'hui pour nous francophones, mais oui, le concept, l'idée même de fédéralisme, ça vient de la Wallonie. En 1897 déjà, le poète Albert Mockol écrivait que la séparation administrative complète de la Flandre et de la Wallonie et l'union des deux petits États sous une chambre fédérale pourrait être une solution aux problèmes linguistiques. Au lieu de mot d'ordre unificateur Marche-sur-Bruxelles, on a vu que l'aile la plus radicale, celle qui est symbolisée par le leader syndical André Renard, proposait un mot d'ordre wallon et en même temps avançait l'idée que la Flandre était cet énorme poids qui empêchait l'émancipation des travailleurs wallons, un énorme poids dont il faudrait pouvoir se débarrasser d'une manière ou d'une autre. En 1961, c'est donc le retour de cette idée politique et dès le mois de janvier, le mouvement populaire wallon est créé. Une pétition est lancée par le mouvement populaire wallon en faveur du fédéralisme et ils récolteront plus de 600 000 signatures. Cette résurrection d'un mouvement wallon élitaire et méprisant des travailleurs flamands en Wallonie sera le pain béni du jeune parti nationaliste flamand Volksunie. La Volksunie qui peinait à faire oublier leur histoire sombre de collaboration. La grève d'hiver 1960-61 est donc le début de l'aggravation des conflits communautaires. La Volksunie sera par exemple le seul parti de droite à augmenter son score lors des élections de mars 1961. Dans les années suivantes s'ensuivent les grandes marches flamandes sur Bruxelles, l'affaire de Fouron, l'affaire de Leuven, Leuven-Vlaams, la séparation du Parti socialiste selon la langue, la création du parti FDF pour Bruxelles, et puis enfin la création du parti nationaliste, le Rassemblement wallon. Finalement, l'objectif de la lutte contre cette loi unique de régression sociale, c'est estomper à la faveur de la revendication wallonne. Et c'est là que je m'arrête les petits potes parce que l'histoire belge est super longue, il y a plein de choses à dire mais c'est passionnant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à proposer des sujets que vous voulez que j'aborde à propos de l'histoire belge ou des concepts politiques ou je sais pas quoi. Trêve de plaisanterie, je pense vraiment qu'on doit s'intéresser à notre histoire, surtout notre histoire de lutte. Il faut voir comment on en est arrivé là, comment ça se fait qu'il y a du nationalisme en Flandre tandis que je vous ai parlé de nationalisme wallon pendant toute la vidéo. Il y a vraiment des trucs passionnants et en Belgique, souvent, on ne connaît pas du tout notre histoire. C'est pour ça, du coup, que je lance cette série Histoire belge. J'aimerais bien revenir sur les grands moments de notre histoire de lutte, mais aussi parler de l'histoire du mouvement flamand, l'histoire du mouvement wallon. Du coup, si ça vous intéresse, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis alors, du coup, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!